bonjour à toutes et à tous, en présentiel et en visio. Merci aux organisateurs, aux organisatrices de ce séminaire. Et merci à vous tous qui participez. Alors, moi, je suis Marie-Estelle Binet, je viens d'être recrutée comme professeure à l'UBO depuis septembre et je suis membre d'AMUR. Alors, je vais vous présenter les apports des expériences de laboratoire au sein d'un projet sur lequel je travaille actuellement, qui s'appelle NUTS, Nudges for Economics of Water Tariffs. Et c'est un projet financé par l'Europe, on l'appelle un projet Water GPI, et qui a commencé en fin 2019, qui a été fortement impacté par les différentes crises et donc qui se termine en juin 2023. Donc notre objectif, c'est principalement de produire de la donnée là. Il y a quelques papiers en cours quand même. Alors, c'est un projet de recherche qui rassemble des équipes françaises, donc deux plateformes expérimentales. J'étais en poste à Grenoble et à Rennes, donc on en reparlera, et qui est portée par l'Université de La Réunion. On a commencé à travailler avec le porteur, j'ai commencé à travailler avec lui il y a quelques années là-dessus, sur les questions de fonction de demande d'eau potable, et puis qui réunit une équipe espagnole, d'Afrique du Sud et de Tunisie. Voilà. Alors, ouais, merci. Bon. Merci. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu les enjeux, par définir les termes du sujet. En fait, on parle de tarification de l'eau. Donc, de la plupart des pays, on trouve peu d'exceptions. Tarification de l'eau. Enfin, l'eau est une fourniture communale de biens publics. En France, ce sont les EPCI, depuis certaines lois de décentralisation. Et la tarification de l'eau obéit aux règles du monopole public. Et donc, on a une partie fixe, l'abonnement, dont on ne s'intéresse pas ici. Pour nous, ça joue via un effet revenu, c'est un modèle microéconomique qui est derrière. Donc, on va s'intéresser à la partie variable. Alors, si on prend toutes les tarifications de l'eau qui existent au monde, on en a 3 principalement qui sont représentées ici. Et en France, 95% des communes françaises utilisent une tarification CBR, donc Constant Block Rate. Alors, elle est représentée ici en haut. Le taux est uniforme, le prix est uniforme. Par exemple, si vous prenez une consommation de 4 unités d'eau, le prix de chaque unité, c'est 2 sur le graphique. C'est le prix marginal, c'est le prix de la dernière unité consommée. Et donc, la facture, c'est 2 fois 4, 8. D'accord, pour une consommation de 4. On va comparer avec les autres, donc c'est très simple. Par contre, les critiques qu'on peut faire à ce type de tarification, c'est que ce n'est pas écologique. Si on consomme beaucoup, le prix du mètre cube est le même que si on consomme peu. Et ce n'est pas non plus une tarification sociale, parce que les premières unités qui correspondent aux besoins essentiels sont au même prix unitaire que les dernières. Donc, la réponse à ça, en théorie, c'est mettre en place une tarification IBR, croissante par bloc, avec plusieurs tranches de consommation et un prix croissant associé à chaque tranche, qui est en vigueur dans la plupart de tous les pays, en fait, excepté en France. Voilà. Tous les pays développés et en voie de développement, quasiment, et qui est en vigueur aussi à La Réunion, sur l'île de La Réunion qui est dans le projet. Alors là, c'est plus compliqué, c'est le schéma qui est en dessous, Inclusive Block Rate, IBR. Si vous prenez une consommation de 4 pour comparer le montant de la facture, en fait, la 4e unité a un prix de 3, mais la première est facturée à 1 €, les 2 suivantes à 2, et la dernière à 3, ce qui fait une facture de 9, donc elle est supérieure pour un niveau de consommation. Il y a une incitation qui est liée au prix, c'est une tarification plus écologique et potentiellement plus sociale si on pratique un prix peu élevé pour les premières tranches. Mais elle est compliquée. C'est un instrument en vigueur partout, qui est censé avoir en fait des fonctions d'économie d'eau écologique, répondre à ces objectifs-là, mais peu de ménages connaissent ce mode de facturation et sont capables de calculer la facture. C'est complexe. Et alors en Tunisie, notamment, a été mise en place une tarification qui est en fait un cas particulier de l'IBR, c'est la super progressive. Donc c'est simple, si vous consommez 4 ici, on va
appliqué aux 4 unités le prix de la dernière unité consommée, 3. Ça fait une facture à 12 €, donc c'est très écologique et pas social. Alors, si on compare en fait ces tarifications, parce que ça va être l'objectif de ce contrat aussi, un des objectifs, hein, c'est on peut les comparer en fonction de 2 dimensions, le caractère incitatif par le prix, donc la super progressive hein, et la plus. Juste, Oui. je me suis amusé dans un travail avec Mourad à comparer la tarification marocaine et algérienne. Et les Marocains ont inventé une autre tarification qu'ils appellent sélective. Alors comment? C'est en fait, c'est par tranche, progressive, c'est le deuxième cas. Mais si vous atteignez la 3e tranche, alors là, vous bénéficiez plus de la première et la 2e tranche, vous payez tout d'un coup. C'est ça. C'est la super progressive. C'est encore plus compliqué. Les gens ne savent pas. À une goutte près, ils payent le tarif le plus cher. Dès la première goutte. C'est celle-là, super progressive. Je pense, oui, je ne savais pas qu'elle était en vigueur dans d'autres pays que la Tunisie. C'est la super progressive, il me semble, hein, d'après ce que tu dis. Et donc, voilà, donc, sur le plan incitatif, on a la super progressive qui l'emporte sur l'IBR, et puis donc, les deux, hein, donc, l'emportant sur la CBR, qui n'est pas en fait incitative par le prix. Et en termes de complexité, donc on a en fait une complexité importante pour l'IBR et un petit peu moins donc, pour SP et encore moins pour CBR. Voilà. Alors, maintenant, le point de départ du projet, c'est la connaissance de ces tarifications en fait par les ménages. C'est des travaux, on a publié un papier en 2014, puis d'autres auteurs aussi en fait, qui se ressemblent à un petit peu nous ce qu'on a fait avec le porteur de ce projet en fait, à l'Université de la Réunion. Et ce qu'on a fait, c'est spécifier une fonction de demande d'eau à estimer. Enfin, on a des factures, on avait le revenu, toutes les caractéristiques et des ménages originales qui incluaient un paramètre en plus qui, une fois estimé, permet de mesurer le prix perçu par les consommateurs. C'est le paramètre, en fait, le meilleur ajustement, en fait, qui donne pas la valeur et du paramètre, hein, c'est la variable de prix qui explique le mieux la consommation observée. Et alors, en fait, nous, on conclut donc que le prix que les consommateurs, avec cette méthode, hein, semblent prendre en compte, c'est le prix moyen, en fait. Or, un consommateur rationnel en IBR hein, doit raisonner à partir de la dernière unité. Est-ce qu'on consomme une en plus, une en moins? Le prix qu'on doit prendre en compte pour un choix optimal, c'est le prix marginal. Et avec une tarification IBR, le prix moyen est inférieur. Hein, donc, ça, en fait, cette méconnaissance et du prix entraîne une surconsommation et par rapport au choix optimal en théorie. Et avec d'autres méthodes, mais de manière similaire, avec des observations et de consommation, il y a d'autres auteurs qui ont trouvé le même résultat. Et après, plus récemment, en fait, il y a une autre littérature qui s'est développée qui trouve le résultat inverse. Surestimation du prix de l'eau par les consommateurs, et donc potentiellement, et par rapport à une bonne estimation sous-consommation. Et donc, alors, mais ça s'explique en partie parce qu'ils ont une méthode différente. Ils demandent aux consommateurs par enquête quel est le prix de l'eau. C'est ce que croient les consommateurs. Et nous, on estime, enfin bon, avec des critiques évidemment, et par rapport à ces méthodes, le prix réellement pris en compte. Voilà. Donc, on a de toute façon une mauvaise connaissance du prix de l'eau. Et puis, il y a des travaux en économie comportementale qui ont débuté à partir de cet article, à Lindman et Zeckhauser, qui travaillent sur la tarification IBR, là, et qui montrent en fait que cette tarification elle est compliquée à comprendre et que les consommateurs, ils prennent que les petits bouts, partiellement, en fait, ils la comprennent que partiellement. Et ils parlent de biais comportementaux, d'eye running, hein, quand ils prennent le prix moyen, alors c'est ce qu'on trouve nous, et de spotlighting, excusez-moi, quand ils prennent qu'un bout, en fait, de la tarification, et ce serait le prix marginal. Et c'est ce que trouvent les autres. Donc, on aurait à la fois des travaux empiriques et théoriques hein, qui iraient dans le même sens. On ne connaît pas le prix. Donc, surestimation ou sous-estimation et du prix. Et l'objectif de Newt, en fait, c'est en partant de ce constat, de proposer des nudges pour corriger ces biais comportements liés à la mauvaise connaissance de les prix. Alors, les nudges, en fait, ont été popularisés par Taylor et Stein. Vous devez connaître, en avoir entendu parler. Hein, donc, ce sont des interventions, des coups de pouce au sens littéral, qui visent à modifier l'architecture des choix pour modifier les comportements.
de manière prévisible. On ne doit pas interdire, hein, aucune option ne doit être interdite, on n'est pas obligé de suivre, en fait, le coup de pouce, et puis ça doit être dans un but paternaliste, bon, a priori. Donc, c'est fait pour corriger de nombreux biais comportementaux, et un nudge correspond à un biais. Hein. En particulier, on a en fait l'option par défaut, choisir par l'imprimante recto-verso, faire un don d'organes, enfin, ce sont des nudges hein, de ce type-là, comme option par défaut. Il y a beaucoup de nudges aussi, ce sont des messages visuels, en fait, pour rendre visible une option. Donc, en fait, concrètement, quand on roule trop vite, des messages rouges, enfin, des choses comme ça. Et puis aussi, modifier la manière de présenter les choses. Bon, et je passe, je n'ai pas beaucoup de temps. Nous, on va s'intéresser, en fait, au second type de nudge, rendre plus visible une option qui existe. Voilà. Parce qu'on pense qu'elle est ignorée, évidemment, c'est la tarification. On a aussi, dans cette littérature, hein, l'utilisation sur l'expérimentation, en fait, en économie de l'eau, beaucoup, en fait, de littérature qui utilise des nudges de type normes sociales. C'est considéré comme des nudges aussi dans la littérature. Je cite un des premiers travaux hein, aux États-Unis et publié, c'est des études expérimentales de terrain. Hein, ils travaillent avec des compagnies d'eau et puis ils testent l'effet de normes sociales. Donc, connaître la consommation des autres, savoir qu'on est au-dessus, qu'on consomme plus que les autres, en moyenne, par exemple, ça fait baisser la consommation de 5% en moyenne dans ces travaux. Puis, il y a des nudges aussi, plus pression morale, il faut économiser l'eau, etc. Ça marche moins sur le terrain. Voilà. Donc, c'est une littérature en plein essor. Et nous, en fait, bon, l'objectif, c'est de s'insérer dans cette littérature de manière originale. Donc, je développerai ça. Voilà. Donc, les principaux objectifs, c'est d'abord des expériences de terrain, alors qui ont beaucoup souffert. Hein. Elles ont été faites en Afrique du Sud, elles sont pratiquement terminées à Oviedo, en Espagne, mais à La Réunion, bon, c'est encore en cours, hein, parce qu'avec le Covid, tout s'est arrêté au début du projet. En fait. Voilà, donc, mettre en place, alors en fait, dans ces études et de terrain, on a des accords, enfin, les responsables ont des accords avec une ville, en gros, hein, un opérateur d'eau, et l'idée, c'est d'aller, en fait, évaluer l'impact de nudge de type norme sociale et puis aussi connaissance de la tarification, ce qui était l'originalité, en fait, hein, de ce projet. On prélève 2 échantillons, enfin, pour un traitement donné, hein, pour un nudge, un contrôle, un traitement, et puis on enquête, on observe les consommations d'eau avant-après, et puis on collecte les caractéristiques aussi des ménages. Alors, ce qu'on fait aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la littérature qui dit qu'il y a surestimation et sous-estimation avec 2 modèles différents. Nous, on fait les 2 sur le même terrain. Parce que, bon, c'était pas sur les mêmes échantillons dans la littérature. Donc, on veut connaître la perception par les ménages du prix avant-après, ainsi que des consommations avant-après nudge pour essayer de réunir un peu ces littératures sur le même échantillon. Voilà, donc c'est assez lourd. Hein, et puis évidemment, en 2019, enfin 2019-2020, rien ne s'est passé sur ces terrains, hein, parce qu'on était confinés. On veut aussi proposer un outil de simulation pour les opérateurs d'eau à partir d'un modèle en fait et de demande hein, avec la tarification. Et puis l'analyse de la perception hein, des prix par les ménages. Voilà. Alors, ça, c'est le projet NEWS. Bon, j'en viens maintenant à la partie laboratoire. Donc, l'originalité, je pense, qui a fait qu'on a décroché ce contrat, c'est qu'en fait, on a des expériences de laboratoire qui sont prévues, en fait, et complémentaires à ces études de terrain, ce qui est la connaissance originale dans la littérature. Alors, les expériences de laboratoire, donc, je vais vous présenter quelques résultats après. Hein. En fait, elles permettent 2 choses. Hein. D'abord, des interactions et des complémentarités pour préparer, et par exemple, une expérience de terrain avant. On peut en fait proposer une expérience de laboratoire sur le principe que si ça ne marche pas en laboratoire, mais ça ne marchera pas sur le terrain. D'abord. Alors, bon, on a, compte tenu du temps assez réduit, hein, dont on dispose que toutes les plateformes expérimentales ont été fermées aussi pendant 1 an et demi, hein, la crise et Covid, on a quand même réussi à réaliser hein, cet objectif. Je suis en train de travailler là avec des collègues sur une expérience de laboratoire pour préparer en fait un terrain
qui vise à étudier l'impact du nudge de type norme sociale sur les consommations collectives en immeuble, ce qui est un cas particulier avec du free riding, enfin avec possiblement et des problèmes de dilemme social. Voilà. Donc, l'intérêt des expériences de laboratoire, c'est que c'est pas trop cher, ça peut être très vite, parce qu'on a, bon, je reviendrai un petit peu là-dessus après, on a des incitations monétaires, en fait, pour les participants qui font que ils ont intérêt à changer vite leur comportement et leur perception même. On peut induire aussi des préférences, enfin, on peut avoir, en fait, très rapidement une évaluation d'effets de nudge de quelconque traitement. Alors, deuxième objectif de ces expériences de laboratoire et l'intérêt, c'est qu'on arrive en fait à analyser, à proposer des analyses originales qui ne seraient pas possibles sur le terrain. Parce que on ne peut pas, en fait, et finalement, se retrouver dans ces cas de figure, on peut, c'est l'objectif d'une expérimentation effectuée avec des collègues AREL, contrôler toutes les tarifications, en fait. Ce sont des traitements différents, en fait, dans le laboratoire. On ne peut pas faire ça sur le terrain, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et on peut pas, un opérateur, enfin, dans les études qui existent, un opérateur ne change pas sa tarification de l'expérimentation de terrain. Et voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Alors, une chose importante aussi dans la littérature, en fait, les études montrent que les nudges de type norme sociale, ça baisse de 5% de la consommation d'eau en moyenne, mais qu'il y a pour certains consommateurs des effets rebonds. Pour certains, et se dire, moi, je consomme moins que les autres, ça fait augmenter leur consommation. Mais on a du mal sur le terrain à dire si c'est bien ou pas, en fait. Si sur le bien-être, enfin, quel est l'impact réel sur le bien-être, parce que ça peut être aussi, c'est des petits consommateurs en général. Donc, c'est pas nécessairement des surconsommations. Et nous, là, en fait, en laboratoire, on va introduire, en fait, chaque participant va avoir, sans le savoir, en fait, une fonction d'utilité derrière et un optimum. Donc, on va lui demander, dans une des expériences, de faire des choix avec les consommations qu'on pourra comparer à son optimum, en fait. Donc, on peut vraiment dire si on surconsomme ou si on sous-consomme. On peut voir l'effet réel des nudges en termes de bien-être. Voilà. Et on a pour ambition aussi, en laboratoire, c'est un des rôles aussi d'expérimenter, en fait, et de faire avancer la littérature, en fait, académique. Donc, nous, on travaille sur les boosts, là, je vous en parlerai tout à l'heure, sur la norme sociale, et aussi en économie comportementale, parce qu'on essaye, dans les expérimentations, de travailler sur les biais, en fait, sur les raisons, sur les biais, sur ce qui pousse, en fait, les personnes à faire des erreurs, voilà, et à les corriger. Oui, c'est celle-là. Pardon. Merci. Alors, en fait, donc, on est en train de réaliser et on a réalisé, j'ai participé à 3 expériences de laboratoire, en fait, dans le cadre de ce projet qui sont résumées ici. Alors, on a en fait les 2 premières sur cet écran. La première, en fait, c'est vraiment en cours, on travaille dessus. Elle va être, et le design va être présenté au laboratoire. Enfin, c'est tout donc, fin février, là. C'est un travail donc, qui est en cours en collaboration avec une chercheuse, Sabrina Tessier, de l'Université de Grenoble-Alpes, et puis de Marianne Garcia Balinas, qui est responsable du terrain à Oviedo. C'est la fameuse expérimentation de laboratoire, en fait, qui va essayer, qui arrive avant, en fait, l'analyse de nudge, la mise en place de nudge dans les immeubles en Espagne. Voilà, pour voir un petit peu ce qui marche, parce qu'il n'y a vraiment rien là-dessus dans la littérature, donc ça va être vraiment utile pour débroussailler, entre guillemets. Et donc, et voilà, cette expérimentation, bien sûr, s'inscrit dans une littérature, voilà, dont ma collègue Sabrina Tessier est spécialiste sur la norme. En fait, bon, après des travaux qui sont cités ici, on sait qu'on peut faire adopter une norme, en fait, alors que ce n'était pas le cas avant, mais il faut changer, en fait, les expectations, ce qu'on pense, en fait, soit sur ce que les autres font, c'est les croyances descriptives, et puis aussi sur ce qu'on croit qu'on attend de nous, en fait. Voilà. Et donc, voilà, on utilise cette littérature pour modéliser le dilemme social, en gros, free riding,
dans les copropriétés, on va utiliser un jeu de biens publics qui c'est très utilisé dans les expérimentations de laboratoire. Et là, c'est vraiment, on pense, quelque chose de tout à fait justifié. Voilà, pour simuler un petit peu ce qui se passe quand la facturation est collective et est répartie ensuite après entre les habitants de l'immeuble. Voilà. Bon, je passe parce que je suis un petit peu longue. La deuxième expérimentation, donc là, on travaille demain pour finaliser. Donc, c'est une expérimentation en fait en cours avec la plateforme de Gaël, avec les collègues donc, Laurent Muller et Benjamin Auvard, et aussi en collaboration avec Rennes. Donc, on va avoir 600 participants, un petit peu plus peut-être même, c'est 400, à peu près 400-500 par an. En tout cas, sur Gaël, nous. Et à Rennes, je ne sais pas combien, mais bon, plus de 600, c'est sûr. C'est vraiment en cours. Hein. Donc, l'objectif, c'est de comparer des boosts au nudge. Donc, le nudge, c'est le coup de pouce, mais la personne qui subit, entre guillemets, et le nudge, on ne lui explique pas ce qui se passe. Voilà, c'est système 1. Bon. Mais donc, son comportement change, mais on ne lui explique pas ce qui se passe, en fait. Le boost a pour objectif, en fait, d'éduquer, de donner davantage de compétences aux personnes. Et en fait, l'objectif, c'est d'acquérir de nouvelles compétences et c'est censé être plus persistant. C'est un des objectifs de ce projet, c'est aussi de travailler sur la persistance. L'effet des nudges n'est pas persistant, d'après ce qu'on sait. Voilà. Donc, je passe. On a c'est une littérature émergente en économie comportementale avec quelques petites choses qui existent pour mieux comprendre les stats et par exemple la loi des grands nombres. J'ai même vu un papier qui s'intéresse au théorème de Bayes, et pour vous dire, pour faire des choix financiers ou des choix d'assurance, des choses comme ça. Et nous, en fait, on s'intéresse à la rationalité et au choix optimal pour le consommateur. Et donc, à Rennes, ils vont faire plutôt du GARP et nous, on va faire plutôt du choix optimal classique et on va comparer. Voilà. Bon. Alors, la troisième expérimentation, elle a eu lieu, par contre, et donc, voici... La voici, en fait, c'est la comparaison des 3 types de tarification et puis de différents types de nudge pour mieux, pour que les participants connaissent mieux la tarification et la prennent mieux en compte. Alors, ce que je vous présente là, c'est vraiment, on est sur les estimations, là, c'est vraiment tout chaud. Voilà, en fait, la plateforme expérimentale de Rennes, enfin, une des salles. Voilà, bon, on pourra après, et peut-être, je n'ai pas vraiment le temps là de détailler, comment ça se passe, en fait, les budgets est nécessaire, et puis comment on travaille sur les designs ensemble, parce qu'on est en plein dedans. C'est vraiment tout le monde. Moi, j'ai pas été formée à ça, mais je travaille sur les designs et la compétence que ça acquiert. Justement, c'est très intéressant. Voilà. Et ça se passe là-bas. Ces expériences-là se sont passées là-bas. Donc, c'est une expérience qui complète une précédente. On avait eu un petit budget de 5 000 € et on avait fait une petite expérience sur 150 personnes avec des défauts, en fait, parce que quand on commence, c'était pas. Et donc là, et voilà, on a la vraie expérience avec plus de 300, enfin avec 337 participants. Donc, comparer les 3 types de tarification et tester l'impact de nudge dans des choix de consommation avec les informations sur la tarification saillante. Donc, en fait, on demande aux gens de choisir les quantités, je vous montrerai et les écrans après. Et pour faire le choix optimal, ils ont des préférences, ils ont un optimum et qu'ils ne connaissent pas, on ne leur dit pas, évidemment. Mais c'est la valeur choisie qui va maximiser leur gain, en fait, monétaire. Et en fait, concrètement, il y a des rappels sur la manière de calculer la facture. C'est un calcul indispensable pour, en fait, estimer son gain. Voilà. Ça marche comme ça. Je passe. Donc, on a en fait, il y a plusieurs types de participants avec un optimum, avec des valeurs hautes et basses. Voilà, je passe. C'est le calibrage. Voilà comment ça se passe. Donc, ils doivent choisir une quantité entre 0 et 20, un entier. En commençant, on leur a présenté en fait la tarification. On leur a présenté la tarification parce que on leur a présenté la manière de calculer le gain. Et leur gain, en fait, c'est un gain brut, c'est l'utilité, en fait, moins la facture. Donc, au début, on leur a présenté le type de facturation, CBR, SP, IBR, c'est avec 3 tranches une. Et on leur a montré comment, avec un exemple, on calculait, en fait, la facture. Et c'est décontextualisé, c'est pas d'eau. Voilà. Sauf qu'une fois que ça commence, ils ont ça sur une feuille,
et ils doivent commencer. Et donc, le nudge, en fait, là, c'est l'écran, en fait, on leur demande de faire un choix de consommation. Voilà. Et ils ont le temps qu'ils veulent, ils peuvent faire des petits calculs, ils ont leur feuille. Et là, c'est le groupe de contrôle, en fait, il n'y a pas de nudge. Quand il y a un nudge, en fait, on rappelle comment calculer la facture ici en rouge. Et ils en ont besoin s'ils veulent calculer leur gain associé au choix de la consommation, qui est gain brut moins facture. D'accord ? Et l'autre type de nudge qu'on a, c'est calcul de la facture plus du prix. Voilà. Rappel et du prix. Voilà, quelques résultats. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, c'est en cours, ça, rapidement, hein, plutôt ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, ce sont des stades descriptifs. On a deux types de variables ici qu'on va analyser et qui donnent des résultats, en fait, des informations complémentaires. C'est est-ce que les personnes ont fait le bon choix, ont choisi leur optimum. Donc, on a 337 participants et 20 observations pour chaque participant parce qu'ils répètent leur choix, 20 périodes. Et 75%, 64,2% des observations sont le choix optimal. Donc, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Et pour tout le reste, il y a des erreurs. Et en fait, on a, quand on compare, par exemple, CBR sans information ennemie, CBR avec les deux traitements, on a en fait, on voit que le traitement, ça marche en fait, en CBR. Le pourcentage de ceux qui font un choix optimal augmente. Par contre, en IBR, ça ne marche pas bien. 75% font un choix optimal, c'est plus que la CBR. Peut-être le côté incitatif, on perd plus si on se trompe en payoff. Mais en fait, le nudge ne marche pas. En fait. Ça fait même baisser le pourcentage de choix optimal. Et on ne le voit pas ici, mais c'est des stats que je n'ai pas montré, je n'ai pas le temps. Le temps pour faire un choix, parce qu'ils sont illimités, donc ils choisissent 20 fois. Le temps qu'ils prennent à choisir, en fait, le temps moyen, c'est plus de 100 secondes en IBR et c'est moins de 10 secondes pour les autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe, ça ne marche pas, et le nudge, et puis il semble perdu. Voilà. Et on a aussi, évidemment, on regarde qui se trompe au-dessus, qui se trompe en dessous, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on regarde de combien on se trompe quand on se trompe. En fait, et vous voyez, sur le plan économétrique, on a deux sortes de modèles. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Et quand on se trompe, est-ce qu'on se trompe beaucoup? Voilà. Et c'est ça qu'on va, en fait, utiliser et modéliser. Alors, c'est la spécification qu'on va conserver, mais ça, c'est juste un exemple. Hein. On est dessus, là, je suis dessus, là. Donc, c'est pas fini. Le double hurdle, c'est l'estimation, en fait, de la probite. Qui met 1 à l'observation ou à la personne quand on est en donne effect, qui fait en fait une erreur. Alors oui, non, je vais trop vite. Ce qu'on explique en fait, c'est le ratio d'erreur. C'est la quantité choisie moins la quantité optimale sur la quantité, je sais plus, bref. Et on rapporte ça à la quantité. Et donc en fait, c'est positif en fait, et notre variable si on se trompe. Et donc là, on a un premier probit, c'est une équation de participation, en fait, qui va distinguer les 1 et les 0. Ceux qui se trompent de ceux qui ne se trompent pas. Ou les observations où on se trompe et les observations où on ne se trompe pas. Et un deuxième modèle où, conditionnellement au premier, on va expliciter l'ampleur, en fait, des erreurs. Voilà. Donc, la deuxième équation, en fait, c'est une équation qui est estimée en poulant là les erreurs positives et négatives, et on passe en valeur absolue parce qu'on ne prend que des valeurs positives pour cette méthode d'estimation. Voilà. Donc, les premiers résultats, en gros, en fait, sur le probit, donc la variable, c'est le score intellectuel, donc les capacités intellectuelles, il y a ça qui mesure aussi. Donc, en gros, c'est significatif, ça réduit l'erreur. Et le score, en fait, ça n'a pas d'effet. Non, il n'y est pas dans l'autre. Voilà. Le tarif, c'est une variable qui mesure la complexité de la tarification, c'est 1, 2, 3. Hein. Et donc, ça n'a pas d'effet. Et l'information, donc, mettre une information, donc il y a les deux colonnes, hein, seule la facture, le rappel sur le calcul de la facture, ou alors avec le prix, là, à droite. Donc, cette information, en fait, ça réduit bien l'erreur sur le probit, hein, la probabilité de faire des erreurs. Mais uniquement, et vous voyez, en fait, uniquement pour un type et d'estimateur. Donc, je pourrais peut-être répondre aux questions sur les différents, donc à creuser. Ensuite, le deuxième modèle,
ça va être un modèle explicatif de l'ampleur de l'erreur. Et là, ce qu'on a fait dans cette estimation-là, on a croisé le fait qu'il y a un nudge info avec le type de tarification. Ça permet de voir l'impact du nudge différencié par type de tarification. Et qu'est-ce qu'on voit en gros là? C'est assez robuste ça, que info CBR et info SP, c'est l'impact du nudge en fait sous les dites tarifications sur l'erreur, la valeur de l'erreur en valeur absolue. Et en fait, ça réduit bien en fait l'erreur dans certains cas, pas tout le temps, ça dépend des estimateurs, mais pas du tout en IBR. En IBR, en fait, le nudge ne marche pas et ça confirme un petit peu nos observations. Alors, on est encore en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler aussi sur une autre variable. Je ne vais peut-être pas rentrer, je pense qu'il est temps d'arrêter. Sur d'autres variables, en fait, le temps de choix, c'est ce que je vous disais. Là, en fait, ce sont des tests de comparaison, en fait. Sur une même session, on fait 10 périodes avec un traitement et 10 autres avec un autre traitement. Donc, par exemple, on essaie de tester la persistance. Voilà. En arrêtant le nudge au bout de 10 périodes. Et on essaye de mesurer l'attention aussi. Donc là, c'est la partie plus psychologique de l'étude comportementale. On change de tarification au bout de 10. Et qu'est-ce qu'on voit? Sur le temps de choix, là, et par exemple, vous voyez, 106 en moyenne en IBR, là, et puis c'est beaucoup plus bas pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En IBR, oui, en fait, concrètement, quand on change la tarification, ils sont perdus, en fait. On n'a pas, en fait, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a un effet d'apprentissage qui est significatif. On a une variable pour le montrer. C'est cet effet d'apprentissage qui fait que les personnes convergent un peu naturellement hors nudge. Il disparaît complètement avec la tarification IBR. Voilà. Et l'effet des nudges, en fait, semble persistant. Quand on regarde, en fait, quand on nudge pendant 10 périodes et quand on arrête, on continue à avoir, en fait, une baisse. Là, en fait, c'est l'erreur. Et par exemple, en CBR, sur la deuxième ligne, voilà, on a une baisse, en fait, de la part d'erreur, enfin, de la valeur de ce ratio d'erreur et une baisse du temps, en fait, pour choisir. Et en IBR, et par exemple, donc là, on voit les personnes n'apprennent plus au fil des 20 périodes, donc elles baissent plus et leur erreur, c'est ce qu'on voit là sur le. Mais par contre, en fait, le temps qu'elles prennent pour faire le choix baisse et sans avoir d'impact, en fait. Donc, ça veut dire qu'elles sont inattentives, en fait, quand on change de tarification. Elles croient que c'est. Voilà, donc c'est vraiment de tout premiers résultats. On est vraiment en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Estelle pour cette présentation. Donc, si vous avez des remarques, des questions, je pense que